ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e scene gloria pur senza me costor con tanta varia non avrebbero un briciolo di sale. Son io che vi fa scaltri. L'arguzia mia crea l'arguzia degli altri. Per ride se non ride si ti sconquasserei. Ma basta, per orvo m'ascoltiate, orronerem la mascherata bella con gli sponsali della regina delle fate. Già s'avanza la coppia degli sposi, attenti. Bonjour. Alors, merci de vous être déplacés si nombreux aujourd'hui pour la conférence traditionnelle de présentation de la saison prochaine de l'Opéra de Monte-Carlo. Je voudrais tout de suite régler un problème récurrent. Est-ce qu'on m'entend? Très bien, parfait. Ça, c'est déjà un premier bon point. Se faire entendre à l'opéra, c'est quand même quelque chose d'important. Vous me voyez, vous avez vu en début, pour vous faire attendre, je dirais plutôt patienter, vous avez vu des images du Falstaff de Verdi, et paradoxalement, je me trouve dans le derrière, vous avez le décor de l'actuel Othello de Verdi que nous jouons en ce moment, de façon, je pense, assez réussie. Les deux derniers opéras de Verdi vous étaient présentés cette saison à l'Opéra de Monte-Carlo en janvier et en avril, montrant à quel point ce compositeur avait un génie absolument incomparable pour se renouveler jusqu'à la toute fin de sa vie, puisque Falstaff fut composé quand il avait 80 ans. Mais ne regardons pas le passé, même si le passé n'est pas encore fini. On a encore deux représentations de notre Othello, dans lequel brille le chef Daniele Callegari, dans lequel brillent les solistes formidables Maria Agresta, Grégory Koundé, Georges Pétéane et tant d'autres qui nous honorent de leur présence et de leur amitié, et j'en suis très très fier. Je voudrais commencer mon propos aujourd'hui par un souvenir personnel très récent qui a fait l'objet d'ailleurs de mon petit papier, de mon petit éditorial dans l'avant-programme. Cet éditorial, je l'ai appelé « Continua a farci sognare ». Pourquoi continue à nous faire rêver? Tout simplement parce que j'étais à Naples, pour reprendre les contes d'Hoffmann, il y a même pas un mois, et paradoxalement, en même temps, nous avions les musiciens du Prince avec Cecilia Bartoli à Naples, au milieu de mes répétitions. C'était vraiment le plus grand des hasards. Et Cecilia donc, a donné débuté au San Carlo de Naples. Elle n'y avait curieusement jamais chanté. Dans la patrie du bel canto, c'était incroyable. Le théâtre San Carlo, où tant de créations ont pu se faire. Et donc, elle était très inquiète pas vraiment, mais très préoccupée par la qualité de ce programme. Et elle a livré une soirée tout à fait exceptionnelle et un concert qui a duré environ 3 heures. Vous imaginez, 3 heures de chant avec les musiciens du Prince plus Cecilia Bartoli, c'était absolument éblouissant. Et ce qui est formidable, c'est qu'après un don de sa personne tout à fait hors catégorie, nous atteignons les bis, premier bis, deuxième bis, troisième bis. Et entre deux bis, dans le silence des applaudissements qui s'éteignent, avant que l'artiste reprenne un nouveau morceau, un nouveau numéro, une voix s'est élevée de tout en haut, des combles du théâtre, des dernières loges là-haut, le théâtre était plein, et cette voix a crié « Continue à nous faire rêver ». Et ça, c'était magnifique. Et j'ai été très ému par cette phrase, et j'ai vu qu'en scène, Cecilia était également très émue, parce que finalement, c'est notre métier de continuer de vous faire rêver. Et c'était finalement peut-être la phrase la plus importante qui a été prononcée ce soir-là, et c'est pour ça que j'en ai fait le titre
de mon éditorial. C'est une profession de foi. J'espère que vous la partagerez avec moi et que vous sentirez le désir de l'équipe de l'Opéra de Monte-Carlo, car on ne fait pas du théâtre seul, je le dis chaque année, on le fait avec des collaborateurs, et on le fait surtout avec des collaborateurs qui sont meilleurs que vous-même, puisqu'ils vous apportent toutes leurs capacités. Permettez-moi ici, devant vous tous, de les remercier chaleureusement pour le travail qu'ils apportent dans cette maison d'opéra, non seulement dans cette maison d'opéra, mais également à l'extérieur, parce que l'Opéra de Monte-Carlo, vous le verrez, c'est à Monte-Carlo, mais c'est également à San Francisco, c'est également à Oman, c'est également à Naples, c'est également partout en Europe, avec Cecilia Bartoli et les musiciens du Prince. C'est pas une saison, l'Opéra de Monte-Carlo, c'est 3 saisons à la fois. Vous avez devant vous les titres de la saison. Je vais les décliner au fur et à mesure. Vous savez que nous commençons toujours de façon un peu légère, un peu light, avec ce qui est maintenant devenu une heureuse habitude et tradition en principauté, à l'opéra, une académie avec des jeunes chanteurs russes. Cette académie est née d'une camaraderie avec la fondation de Madame Medvedeva. Nous en sommes maintenant à la troisième académie, avec ces jeunes artistes. Pourquoi sont-ils là? Ils sont recrutés à travers tout le territoire immense de la Russie. Ils viennent des coins les plus reculés. Et ici, nous leur apprenons les subtilités soit du répertoire français, soit du répertoire italien, puisque c'est ce dont il manque le plus dans leur pays. La musique, ils savent la lire, ils savent la faire, les voix, ils les ont, mais nous les familiarisons avec ces répertoires qu'ils appréhendent parfois avec un peu de difficulté. Il n'est pas facile, au fin fond de la Russie, d'avoir des chefs de chant d'une grande compétence. Vous aurez donc l'Académie russe en tout début de saison, et le souhait de Mme Medvedeva a été d'y ajouter des jeunes artistes, tout jeunes, vainqueurs d'un concours de danse, qu'elle préside également, et qui viendront brièvement accompagner la soirée en présence de ces chanteurs. Ça sera une très jolie soirée dédiée à la musique, à l'art et surtout dédiée à la jeunesse, placée sous la responsabilité commune de Eline Decat et de Kira Parfevets, qui manage cette académie tout au long de l'année et qui vous prépare un programme tout à fait, je crois, formidable. C'est un spectacle auquel les abonnés de l'Opéra de Monte-Carlo sont bien évidemment invités et nous en sommes très heureux. Nous poursuivrons avec ce qui est également une heureuse habitude de début de saison, avec notre ami Jean-François Zigel. Vous savez, ce pianiste formidable, improvisateur de génie qui était déjà venu à de nombreuses reprises ici en Principauté de Monaco. Et cette fois-ci, nous avons choisi avec Jean-François et les archives audiovisuelles et Vincent Vatrican, que je salue, nous avons choisi de vous présenter une œuvre extraordinaire, exceptionnelle, fantastique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire les Nibelungen de Fritz Lang. Vous savez, l'expressionnisme allemand porté à son paroxysme. Fritz Lang est un immense cinéaste que vous connaissez tous. Et les Nibelungen, mais ça reprend les légendes nordiques qui ont forgé, c'est le cas de le dire, qui ont forgé tout l'imaginaire wagnérien pour la tétralogie. Et donc Fritz Lang en a fait une énorme fresque. Vous avez ici des images. Ces images sont absolument sublimes. La façon dont tout ceci est raconté est exceptionnelle. L'accompagnement musical de Jean-François Zigel ne le sera pas moins. Et je vous confie un dimanche, alors qui sera peut-être un peu long, puisque l'œuvre se découpe en 2 parties. Il y a deux films, bien évidemment. Il y a La mort de Siegfried et La vengeance de Kriemhild. Donc ce sont deux films de 2 heures. Nous commencerons en fin de matinée, nous prendrons le temps d'un lunch et nous retrouverons l'après-midi. Pour les amoureux de beau cinéma, pour les amoureux de belles images, pour les amoureux de grande musique et de talent improvisateur, c'est quelque chose vraiment qu'il ne faudra pas manquer. Les Nibelungen de Fritz Lang avec Jean-François Zigel au début du mois de novembre. Je parcours un peu plus loin mon programme pour arriver au spectacle traditionnel de la fête nationale qui sera donné comme d'habitude au Grimaldi Forum, dont je salue les équipes et la directrice Sylvie Biancheri pour la qualité de leur accueil toujours formidable, je dois le dire, et enthousiasmant pour nous. Moi, j'ai toujours un grand plaisir à y travailler, à y mettre en scène des spectacles. Et cette fois-ci, ce sera Lucia di Lammermoor, un grand opéra belcantiste que vous connaissez tous, qu'on n'avait pas vu depuis de nombreuses années en Principauté. C'est une production que j'ai pu réaliser avec mes complices habituels, Rudy Sabungi, Laurent Castin et Jorge Yara, à l'opéra au New National Theatre à Tokyo, donc l'opéra national japonais de Tokyo. Et cette production va déjà bouger à Valencia cette année, où je la reprendrai au mois de juin, puis sera ici pour la fête nationale. Alors, c'est un grand spectacle, parce que c'était une grande scène, donc je pense qu'au
au Grimaldi Forum, ça sera superbe, sous la direction de Roberto Abbado. Mais j'aimerais souligner plusieurs choses pour ce spectacle. D'abord, je vous l'ai dit, très spectaculaire, je l'espère très bien chanté avec un trio vocal tout à fait éblouissant. En premier lieu, vous retrouverez Olga Peretiatko, que vous avez déjà vu en principauté, notamment dans les 4 rôles féminins des Contes d'Hoffmann, superbe artiste. Vous retrouverez également, vous découvrirez Ismaël Jordi, qui est un jeune ténor espagnol qui avait fait la production avec moi à Tokyo. Et vous retrouverez également, avec un plaisir, je pense, non dissimulé, notre baryton de Louisa Miller, Monsieur Arthur Rudzinski, tout à fait formidable et qui est un magnifique interprète du rôle d'Enrico dans Lucia delle Marmore. Vraiment une distribution de haut vol, des artistes incandescents portés par cette musique. Et j'ai souhaité, sous la responsabilité du maestro Abbado, j'ai souhaité avoir pour cette reprise en principauté, avoir ce qui avait été véritablement voulu par Donizetti. Pour la scène de la folie, vous savez que Lucia delle Marmore, ce sont des duos, des airs, des trios, des grands chœurs, mais c'est également une scène emblématique de la folie, ce qu'était la folie à l'époque du romantisme présentée sur scène. Et aujourd'hui, la plupart du temps, cette scène de la folie est accompagnée, les vocalistes de la chanteuse sont accompagnés par une flûte solo. Mais pour cette reprise à l'Opéra de Monte-Carlo, j'ai souhaité que nous retrouvions les conditions de la création, et à savoir que ça ne sera pas accompagné par la flûte solo, mais par un instrument beaucoup plus étrange et beaucoup plus intéressant, qui s'appelle le glass harmonica, tout simplement l'harmonica de verre. Et toutes les vocalistes de la soprano sont superposées aux sons qui sont tirés par un artiste qui vient exprès, bien évidemment, pour ce faire, du son de cette harmonica de verre qui donne à cette scène de la folie un côté encore plus mystérieux, un côté encore plus irréel. Et tant qu'on n'a pas entendu le fameux air de la folie de Lucia, accompagné par le glass harmonica, on n'a pas vraiment ce que Donizetti voulait. Je crois donc un spectacle beau, je l'espère, qui vous séduira, de facture classique, et en même temps, classique, mais avec des choses un peu surprenantes parfois dedans, dès le début du spectacle, vous vous en rendrez compte, mais surtout ce glass harmonica qui va apporter un point d'orgue tout à fait exceptionnel et une scène emblématique du grand répertoire de l'opéra du XIXe siècle, italien et même mondial. Voici pour Lucia delle Marmore. Nous passons Lucia avec son trio qui est devant vous, pour nous retrouver dans le cadre de l'année Berlioz avec la reprise en version concert de la Damnation de Faust. Je souhaitais présenter la Damnation de Faust pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes dans un anniversaire, c'est une première raison, enfin dans le cadre d'un anniversaire, même si je ne suis pas très, en tant que directeur d'opéra, je ne suis pas très favorable aux anniversaires à répétition, parce que souvent ça cache un peu un manque d'imagination, c'est un peu confortable. Mais là, néanmoins, en accord avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et surtout avec son directeur musical, Maestro Yamada, Kazuki Yamada, nous avons souhaité vous présenter la Damnation de Faust avec un trio vocal, encore une fois, très intéressant. Et ça me faisait plaisir de présenter cette Damnation parce que ça sera le premier Faust de la Damnation de notre ami, notre ténor enfant du pays, Jean-François Borras. Jean-François Borras, vous le connaissez, il a débuté ici quand il a chanté la Traviata. Vous l'avez revu après dans Si ma mémoire est bonne, dans Manon. Il fait une carrière mondiale, il est à l'affiche du Metropolitan Opera de New York, de l'Opéra de Vienne, il est en Italie, il est partout. En ce moment, il est à l'Opéra Bastille à Paris. Il chante 11 représentations de Don José dans le Carmen, actuellement donné à Paris, et il y remporte un très grand succès. Et je suis très heureux de pouvoir lui offrir ici, sur sa scène, parce que ici c'est son théâtre, la Damnation de Faust, avec deux compères artistes tout à fait remarquables, Sophie Koch, que vous connaissez tous, et le baryton basse uruguayen Erwin Schrott. Une grande distribution, un grand chef d'orchestre, un grand orchestre, les grands chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, sous la direction de Stefano Visconti. Je pense que nous rendrons justice à la Damnation de Faust, dont je vous rappelle que c'est sur cette scène qu'elle a vu le jour pour la première fois dans sa version scénique, puisque mon génial prédécesseur, dont je ne me prive jamais de citer le nom au cours d'une conférence de presse, ni de dire du bien, Raoul Gainsbourg, son premier grand coup d'éclat à la direction de l'Opéra de Monte-Carlo, ça a été en 1893 de convaincre les héritiers Berlioz d'adapter ce qui était une cantate
en version scénique. Et la version que vous jouez actuellement, que l'on voit dans le monde entier, c'est la version de l'Opéra de Monte-Carlo. C'était sous le règne du prince Albert Ier. Et donc, nous avons donné, non seulement nous avons donné le troisième acte des Contes d'Hoffmann au monde, puisqu'il est né ici sur cette scène, mais nous avons donné également sur cette scène au monde la damnation de Faust, et nous pouvons tous en être très heureux et très fiers. Nous la célébrerons une première fois ici en cette occasion. Et puis, débute un peu plus tard la saison à Garnier, puisqu'il faut bien la commencer. Ça sera au mois de janvier avec une nouvelle production de la Bohème de Puccini, que nous n'avons plus donnée depuis une dizaine d'années. Alors cette Bohème de Puccini, placée sous la direction experte et remarquable, le maestro Callegari, qui dirige actuellement somptueusement bien Othello ici dans notre théâtre et qui a eu tant de belles réussites avec nous, eh bien c'est une coproduction avec l'Opéra de Oman, où nous serons en début de saison, j'y reviendrai tout à l'heure, nous y serons en septembre. Quand nous y avions joué Roméo et Juliette il y a quelques années, on m'a demandé de faire une nouvelle production de la Bohème là-bas, et donc j'ai saisi l'opportunité pour la reprendre ici à l'Opéra de Monte-Carlo. C'est un grand honneur et un grand plaisir, surtout d'accueillir des interprètes aussi intéressants que la Mimi vibrante et magnifique d'Irina Lungu, qui fait partie de ces artistes qui comptent dans le monde du lyrique, pas seulement par la voix, mais également par la qualité d'interprétation qu'elle nous offre à chaque fois qu'elle est sur scène, et Mimi est certainement un de ses plus grands rôles, de retrouver sur scène un jeune ténor basque, Andrea Gorrotxategi, que vous aviez pu apprécier il y a quelques années en fin de saison. C'était lui le ténor de Attila, mis en scène par Ruggiero Raimondi il y a 3 ans, je crois, et que vous aviez beaucoup apprécié. Et puis, autour de ces artistes placés sous la direction de Callegari, je citerai également un jeune baryton italien dont la carrière démarre en flèche, Davide Luciano, qui est régulièrement invité maintenant au Metropolitan Opera de New York et qui va nous retrouver ici pour la première fois. Et puis le baryton russe également, Boris Pinkashovitch, et puis également l'ami de la maison, Nicolas Courjal. Enfin, une pléiade d'artistes jeunes, beaux, qui représenteront magnifiquement bien ce que sont ces jeunes artistes de la Bohème, qui ne sont pas forcément des miséreux. Je vais vous dévoiler peut-être un peu le début, un peu l'esprit de cette mise en scène. Vous savez, on voit toujours ces bohèmes comme des pauvres garçons misérables dans leur mansarde, et c'est la réalité. Sauf que ces garçons misérables dans la mansarde, ils sont tous cultivés, ils parlent latin, ils ont appris la musique, ils savent écrire, ils savent peindre. Ils sont tous issus de bonnes familles. Ce sont des jeunes gens bien nés en rupture de banc. Et la seule vraie misérable de la soirée, celle qui n'a rien, celle qui n'a que son métier de petite couturière, c'est Mimi. Et c'est ce qui va être intéressant de montrer dans ce spectacle, c'est la confrontation de ces deux mondes, ceux qui veulent jouer à ceux qui n'ont rien, aux bohèmes, et elle qui n'a vraiment rien que sa voix pour pleurer. Et je crois que Irina Lungu saura vous émouvoir avec ces jeunes gens dont je vous ai cité les noms tout à l'heure. Un peu plus tard, vous avez quelques maquettes qui vous sont dévoilées. Un peu plus tard, une grande première dont je suis très heureux et très fier à l'Opéra de Monte-Carlo. On connaît Kurt Weill pour des tas d'ouvrages qu'il a pu écrire. On ne le connaît pas encore en Principauté de Monaco pour cet opéra absolument fantastique qui s'appelle Street Scene et que je rêve de monter dans ma carrière de directeur d'opéra depuis 20 ans. Enfin, j'y suis parvenu. J'y suis parvenu parce que nous avons trouvé des coproducteurs, et notamment le Théâtre Real de Madrid, qui a créé cet ouvrage l'année dernière et que nous reprenons cette année. Alors c'est un ouvrage dont j'ai confié la direction musicale à quelqu'un qui adore cette musique, qui est un anglophone, bien sûr. C'est Larry Foster, que vous connaissez tous comme ancien directeur musical et artistique de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Une distribution pléthorique que vous découvrirez, dont je sortirai 2 noms qui viennent pour la première fois ici. Paul Ossot, qui est un basse-baryton tout à fait à la Erwin Schrott, si je pouvais avoir une comparaison. Ce genre d'artiste dont on se souvient, voix chaleureuse, sombre, chaude, un artiste éclatant, incandescent, et une artiste qui ne l'est pas moins pour l'accompagner, Patricia Racette, qui est une grande soprano américaine que j'avais eu la chance de côtoyer, de mettre en scène quand j'avais repris Tosca à Tokyo il y a quelques années. Nous avions fait connaissance et elle s'était révélée non seulement une grande chanteuse, mais une artiste sur scène. Une artiste, pas seulement quelqu'un qui chante bien, mais qui donne tout. Et ces 2 artistes réunis devraient vous rendre inoubliable cette soirée, placée sous la direction musicale, je l'ai dit déjà, d'Harry Foster, mais sous la direction scénique
de John Full-James, qui est un grand metteur en scène. Et c'est une œuvre qui pourrait vous faire penser à West Side Story, bien qu'elle ait été écrite bien avant. C'est le moment où Kurt Weill, dans sa période américaine, cherchait un style. Il cherchait une forme d'opéra américain. Vous savez que c'est ce que cherchait notamment Puccini et qu'il a trouvé avec la Fanciulla del West qu'il a créée au début du XXe siècle au Metropolitan Opera de New York. Les Américains voulaient avoir à leur tour leur propre opéra. Ils l'ont eu avec Puccini la Fanciulla. Et plus tard, 40 ans plus tard, Kurt Weill, immigré bien sûr européen, qui pour les raisons que tout le monde comprend, se retrouve aux États-Unis et souhaite offrir les nouvelles formes d'un vrai opéra américain et qui parle des gens d'ici, d'aujourd'hui, de tous ces gens qui ont construit l'Amérique, c'est-à-dire des gens qui sont, comme lui, des immigrés. Alors c'est un opéra vraiment à la West Side Story, mais avant, plein d'inventivité, plein d'émotions. Il y a dedans de la comédie, il y a de la danse, il y a bien sûr du chant. Puccini n'est jamais loin, il y a une véritable veine lyrique et mélodique. Je crois que c'est un opéra que vous pourrez apprécier, dont vous saurez apprécier, j'espère, les 3 soirées présentées en février prochain. Je suis vraiment très heureux et très curieux de voir votre réaction, mais je suis persuadé que vous allez vite tomber amoureux de cette musique et de cet opéra. Nous allons profiter d'ailleurs de la présence de Patricia Racette, qui est une grande artiste, ainsi que je vous le disais, pour la faire rester quelques jours de plus pour un récital tout à fait exceptionnel. Vous savez, moi j'aime les voix, j'aime les récitals. La salle Garnier est un endroit évidemment formidable, un écrin merveilleux pour faire un récital de lied, de mélodie italienne ou de musique américaine et française. Et Patricia Racette va vous apporter ici, Broadway, sur scène, et même Edith Piaf. Elle a monté c'est une grande, donc cette chanteuse d'opéra a monté un récital autour de mélodies populaires américaines, ça va swinger, ça va jazzer, et en même temps, elle interprétera certaines grandes chansons françaises avec sa sensibilité d'artiste lyrique et d'artiste américaine. C'est un moment à ne pas rater parce que Patricia est quelqu'un qui a le don de fasciner le public, quel que soit le registre qu'elle aborde. Donc je pense que vous passerez une belle soirée, non seulement de chant, mais de découverte musicale et de plaisir, et surtout de sourire. Je tourne mes pages virtuelles et nous retrouvons avec un opéra, le deuxième opéra de la saison en forme de concert. Alors là, c'est vraiment passionnant, puisque pour la première fois, nous allons interpréter à l'Opéra de Monte-Carlo Il Pirata de Vincenzo Bellini. Alors vous savez, Bellini, c'est un peu le grand frère un peu le précurseur parfois de Donizetti, même s'il a été né avant l'autre. Mais Bellini a une vie très courte, je crois, de mémoire, il est mort à 34 ans. Il a écrit des grands chefs-d'œuvre. Tout le monde connaît la Norma, la Sonnambula, et bientôt, tout le monde connaîtra ici Il Pirata. Bellini a en lui une mélodie absolument merveilleuse qui force l'expression du beau chant. Et cet opéra qu'il a créé avec les plus grands interprètes de son temps, c'est comme si aujourd'hui un compositeur écrivait pour Cecilia Bartoli, pour Sonia Yoncheva, pour Jonas Kaufmann, Roberto Alagna. Ils écrivaient pour des voix. Rossini le faisait, Donizetti le faisait, bien évidemment, tous ces gens-là écrivaient pour des artistes qu'on leur donnait. Ils n'écrivaient pas comme ça seuls. Et là, il a écrit pour les plus grandes voix de son temps. Mais les grandes voix de son temps étaient des voix à la culture de bel canto. Donc il a écrit du bel canto avec des ornements absolument fantastiques. Et c'est un chant qui est tombé petit à petit en désuétude pendant le XIXe siècle avec l'avènement du chant romantique, on va dire, après les années 30, après 1830, bien sûr. Donc on a changé d'esthétique vocale et ce monde-là n'existait quasiment plus, ce qui explique que certaines de ses œuvres, dont Il Pirate, ont complètement disparu jusqu'à ce que Maria Callas décide de le reprendre à la fin des années 50. Callas avait non seulement une voix, elle avait une personnalité, mais elle avait surtout un instinct musical, une science qui lui permettait d'offrir au public des chefs-d'œuvre oubliés et de donner aux vocalises qu'elle interprétait du sens. Car ces vocalises n'étaient pas là comme des vocalises qui doivent être chantées par un rossignol. Ces vocalises sont là pour exprimer quelque chose de très profond, de très différent à chaque fois, même quand il y a des reprises. Et c'est ce que va donner de façon passionnante, je pense, l'interprétation de Anna Pirozzi.
Vous connaissez Anna Pirozzi peut-être. Ceux qui avaient assisté à Nabucco, à la fête nationale il y a 2 ou 3 ans, ont pu l'applaudir. Elle avait fait un triomphe. Anna Pirozzi, véritablement, c'est aujourd'hui une voix de très grand volume, une grande voix. Elle chante Turandot, elle chante Gioconda, mais elle a tous les atouts d'une grande chanteuse de bel canto, c'est-à-dire la vocalise, les demi-teintes, le chant sfumato, le chant... C'est quelque chose de, voilà, qui s'apprend, qui se travaille, mais qu'on est quand même avec des capacités de vocalise, même si on doit les travailler. Mais celui qui n'est pas né avec ça, on va dire qu'il part avec beaucoup de retard. Elle a tous ses atouts dans son jeu, de même que le ténor Celso Albello, et de même que Georges Pétéane. Georges qui interprète ici Iago sur cette scène. Georges avec qui j'ai un compagnonnage depuis 20 ans, depuis mes années belges, quand je dirigeais l'Opéra Royal de Wallonie. Georges fait partie de ces barytons qui ont des grandes voix, mais qui également savent chanter piano, pianissimo, et donner une chaleur et donner une couleur absolument formidable à son chant. Revenons 2 secondes en arrière. Vous avez Otello, Pétéane chante Sipelcel avec Koundé, donc il faut ouvrir les vannes, mais auparavant il a chanté Il Sogno, le rêve qui est sans doute la chose la plus délicate à chanter pour le rôle de Iago. Il le chante comme une mélodie avec un souffle de voix et avec une perfection de couleur absolument remarquable et une longueur de souffle admirable. Et ça a été de longues discussions avec le chef Daniel Calegari qui lui disait toujours « chante plus piano, parce qu'on est à Monte-Carlo, et qu'à Monte-Carlo, on peut chanter pianissimo pour vous qui êtes si près. » Voilà, donc de grands artistes capables de maîtriser leur voix pour tous les mystères du bel canto. Vous les retrouverez à l'occasion d'Il Pirata, placé sous la direction d'un jeune chef d'orchestre italien, Giacomo Sagripanti, qui viendra pour la première fois sur notre scène. Je crois que c'est une grande fête vocale que ce Pirata de Bellini. Un peu plus tard, après ce trio magique, le retour de Cecilia Bartoli dans la maison. Vous savez que chaque année, nous avons un opéra différent avec les musiciens du Prince et avec Cecilia Bartoli. Après l'Ariodante de Handel, dont je crois vous avez pu chacun apprécier la merveille, la chose inoubliable dans cette scène. Elle-même, d'ailleurs, me disait que même à Salzbourg, elle n'avait pas eu la même impression qu'ici, parce que ce théâtre convient parfaitement à ce style de musique. Et l'expression magnifique des musiciens du Prince sous la direction de Capuano, du maestro Capuano, et des solistes qui étaient sur scène, pas seulement Cecilia, mais tous ceux qui l'entouraient, la magnifique mise en scène de Christophe Loy, enfin ce travail admirable, eh bien voilà, restera dans les mémoires et dans l'histoire de ce théâtre, comme restera, je l'espère, le Contori de Rossini. Alors le Contori de Rossini, bien sûr, c'est très joyeux, c'est très drôle, très amusant. C'est vraiment un opéra bouffe, donc de la plus grande lignée de ce qu'il a écrit de divertissant. L'histoire du Contori est amusante parce que, vous savez, comme tous les compositeurs du 19e, ils aimaient bien, Rossini aimait bien recaser ce qu'il avait déjà écrit et qui n'avait pas servi. Ou alors qui avait servi, mais on allait l'oublier. Alors, il avait créé pour le couronnement de Charles X, il avait écrit Le Voyage à Reims, qui a été donné pour l'inauguration de cette salle en 2005, sous la direction de mon ami et prédécesseur John Mordler. Et Le Voyage à Reims, c'était un opéra de circonstance, puisque c'était pour le couronnement de Charles X, donc on n'allait pas le rejouer chaque année. Et comme la musique du Voyage à Reims, écrite en langue française, était une musique merveilleuse, en italien, pardon, était une musique merveilleuse, il a décidé d'en recaser 70-75% dans un nouvel opéra, celui-ci, Le Contori, donné en français. Et quand vous écoutez, alors les tessitures chantent, les mélodies restent, les tessitures chantent, ce qui fait que quand j'ai fait pour la première fois et Le Contori de Voyage à Reims, c'était avec mon ami le très regretté Alberto Zedda, fondateur du festival de Pesaro, festival uniquement destiné à la musique rossinienne. Il me disait, Alberto, il me disait, tu vois, c'est drôle, on écoute Le Voyage à Reims et immédiatement après Le Contori, on ne se rend pas compte que c'est la même musique parce que tout change et pourtant rien ne change. C'est le propre du génie. Ce Contori, vous aurez donc le plaisir de retrouver Bartoli, vous aurez le plaisir de retrouver les musiciens du Prince qui est un orchestre aujourd'hui demandé dans le monde entier, dans une forme éblouissante, vraiment éblouissante, sous la direction d'un chef que nous avons découvert avec Cecilia, qui est Gianluca Capuano, qui apporte énormément à cet orchestre avec un talent formidable et qui est d'ailleurs maintenant notre principal chef d'orchestre. Il en a reçu la nomination à l'occasion de cet Ariodante. Autour de Cecilia, vous retrouverez Maxime Mironov, que vous avez pu, si vous vous en souvenez,
être un Don Ottavio excellent ici dans le Don Giovanni voici quelques saisons. Vous retrouverez également un artiste français que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu à la télévision dans Musique en Fête ou d'autres émissions. C'est le jeune baryton français Florian Sampé. C'était à Orange l'année dernière, mon Figaro du Barbier de Séville. C'est un artiste tout à fait formidable. Cécilia ne le connaissait pas et je trouvais, elle m'a fait confiance. Je lui ai dit, tu dois travailler avec lui. Il chante comme toi, c'est-à-dire la même esthétique et vous allez vous trouver parce que vous avez le même œil. Vous allez vous trouver en scène, vous allez vous amuser et je crois qu'il sera à ses côtés un Rimbaud tout à fait formidable. Il me plaît également de vous dire que cette production sera signée par Patrice Corrier et Moshe Leiser, deux grands metteurs en scène qui avaient déjà fait ici La Norma, mémorable, et que nous retrouverons encore dans les prochaines saisons de l'Opéra de Monte-Carlo, une production qui nous vient de l'Opéra de Zurich. Je continue à tourner mes pages et nous finissons la saison avec la reprise de la Traviata. Alors, la reprise de Traviata, il faut une raison pour reprendre la Traviata. D'abord, on ne l'aura pas jouée depuis quelques années. On l'avait jouée, si ma mémoire est bonne, en janvier 2013, avec justement Olga Peretyatko, qui sera plutôt dans la saison Lucia della Mermour, vous le savez. Et là, j'ai pu bénéficier, avec ma camarade Éline Decade, que je remercie de travailler si bien à mes côtés, nous avons pu avoir la liberté d'une artiste vraiment incomparable qui s'appelle Hermonella Yao. Certains d'entre vous la connaissent, l'ont peut-être vue à la télévision. Elle fait partie, comme d'ailleurs Irina Lungu, de ces gens qui marquent quand on les voit en scène. C'est une artiste qui n'est pas... Là, vous voyez d'ailleurs Désiré Rancator, et quand on a créé la production ici, elle a été créée ici, d'ailleurs cette production par Sonia Yoncheva, peut-être vous en souvenez-vous, mais vraiment, Hermonella apporte quelque chose au rôle de Violetta de bouleversant, vraiment d'exceptionnel, et parce qu'elle était libre, je trouvais vraiment très intéressant de reprendre Traviata avec elle, avec une distribution également entièrement renouvelée, avec notamment un jeune ténor italien, Francesco De Muro, formidable, qui interprète maintenant le rôle partout dans le monde entier, et qui avait fait son premier Alfredo avec moi quand j'avais fait cette production avec Eugénie, mon épouse, qui faisait la chorégraphie. Nous étions trouvés à Santiago du Chili et il a fait son premier Alfredo avec moi, donc on est resté par les liens verdiens du sang et ça nous avait beaucoup plu de travailler ensemble. Je suis très heureux de le retrouver en cette occasion ici. Et un jeune artiste italien, Simone Piazzolla, dans le rôle de Giorgio Germont. Voilà, vous avez les deux principaux protagonistes. Reconnaissez que quand on les voit, on y croit. Voilà. Vraiment, moi, j'y crois. Et quand vous voyez le regard, le sourire, la délicatesse de ces deux personnages, vous voyez, j'en ai déjà des frissons, rien qu'avoir l'idée de me retrouver avec eux sur un plateau et de faire la Traviata. Voilà, ça c'est pour la fin de la saison. En avril, vous avez l'intégralité du programme sous vos yeux. J'aimerais maintenant vous parler un peu de ce qui fait un peu l'objet de l'éditorial qu'a bien voulu rédiger pour nous la princesse Caroline, la présidente du conseil d'administration de l'Opéra de Monte-Carlo, pas seulement d'ailleurs, mais aussi de l'Opéra de Monte-Carlo. Et parce que vous avez une carte, et sur cette carte, vous voyez tous les endroits où seront présentes la saison, dans l'année qui vient, les productions de l'Opéra de Monte-Carlo. Alors vous avez Cologne, Toulouse, Hong Kong, Orange, Oman, Mascate, Marseille, Massy, et oui, Massy, mais San Francisco également. Voilà. Et ça, c'est énormément de travail, énormément de spectacles, énormément de transport, énormément de répétitions, un investissement technique et administratif qui ne peut pas se faire sans la flamboyante expertise des gens qui travaillent avec moi, le directeur technique, Patrice Serrault, ses collaborateurs, Sandra Ingardiola, qui vraiment fait un travail à ses côtés de directrice de production très important pour nous tous et que je remercie, sans le directeur administratif de la maison, Jean-Charles Avena, et les gens qui l'accompagnent. Vraiment, c'est plus de travail encore que ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Voilà, donc c'est important de savoir que l'Opéra de Monte-Carlo sera présent quasiment dans le monde entier, sur quasiment tous les continents l'année prochaine. Les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo participeront également à de nombreux spectacles ici, mais également, ainsi que je le disais, au Corrigi d'Orange. Ils seront présents sur le Don Giovanni et également avec le Guillaume Tell cet été. Maintenant qu'il me soit permis, et
D'ailleurs, j'en profite pour souligner l'excellence des chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo et l'excellence de leur directeur, Stefano Visconti, que je sais vous apprécier beaucoup et que j'apprécie personnellement infiniment. Nous y reviendrons un peu plus tard. Donc voilà, les chœurs qui s'exportent également. Et maintenant, nous allons passer... Alors, il y a une saison ici, il y a une saison hors les murs dans le monde entier, et puis alors, il y a une troisième saison qui est encore plus internationale, si possible, avec les musiciens du Prince. Qui l'eût cru, qui eût dit que cet orchestre, qui n'a même pas 3 ans, connaîtrait un succès aussi foudroyant. Alors certains me diront, mais c'est facile, vous avez la plus grande star du monde, enfin une des plus grandes stars du monde, Cecilia Bartoli, ça se vend tout seul, oui, peut-être. Mais enfin, si c'était facile, d'autres l'auraient fait avant nous, bien évidemment. Alors ça a été possible, pourquoi? Parce que d'abord, il y a une idée, il y a une volonté, un désir partagé avec Cecilia Bartoli, et puis des compétences apportées par cette maison, et Dieu sait si elles sont nombreuses, et puis l'appui inconditionnel du prince souverain, de la princesse Caroline, notre présidente, du ministre M. Célario, que je salue, de la direction des affaires culturelles, et de mon ami Jean-Charles Curault, et de toutes les forces qui les entourent, car nous avons créé cet orchestre en 3 coups de téléphone, et aujourd'hui, ce sont des dizaines, des centaines de représentations, et une présence positive pour la principauté. Partout, et Karine Manglou, qui gère non seulement la relation publique de la maison avec ses collaboratrices, mais également qui s'occupe des exportations pour qu'on comprenne bien que c'est Monte-Carlo qui est présent quand les musiciens du Prince jouent. Partout, nos ambassadeurs ou nos consuls viennent, assistent au concert, invitent des gens et font parler de la principauté en bien. C'est ce qu'on appelle le soft power, et nous devons en profiter. Les ballets de Monte-Carlo et Jean-Christophe Maillot, bien évidemment, comme l'orchestre, participent de ce soft power, puisqu'ils tournent dans le monde entier et pour le plus grand plaisir des spectateurs de tous les continents. Et bien voilà, maintenant, l'opéra, avec les productions et les musiciens du Prince, est également présent partout. C'est un travail considérable, c'est un travail plaisant, c'est un travail gratifiant. Et voilà, j'en suis personnellement très heureux. Et si Cecilia Bartoli était à mes côtés, je crois qu'elle vous traduirait son bonheur, parce que finalement, c'est quand même la seule artiste à ma connaissance qui ait jamais eu à sa disposition un orchestre qui lui est entièrement dédié. Alors cet orchestre, il fait des concerts. On va le retrouver notamment au Festival de Salzbourg Pentecôte. On va le retrouver au Festival de Salzbourg cet été pour Alcina, pour un festival, également pour une soirée Farinelli and Friends avec beaucoup de chanteurs. Nous allons faire encore un enregistrement en septembre prochain avec les musiciens du Prince, car Cecilia souhaite non pas s'enregistrer elle, mais aider de jeunes chanteurs qui n'ont pas encore de disque. Donc ça sera Vardoui Abramian qui aura son premier disque avec les musiciens du Prince, comme l'avait eu un autre ténor mexicain juste avant. Donc voilà, les musiciens du Prince, c'est tout ça, et c'est très important. Ce qui est important également pour moi, c'est ce qui vient un peu plus loin dans ce document, c'est le FIPAC, plutôt la FIPAC. C'est un acronyme, je déteste ça, mais il faut bien les employer. C'est un acronyme qui signifie Formation internationale professionnelle des artistes des chœurs. Quand on désire chanter, on ne désire pas forcément être soliste. Pourquoi? On n'a pas forcément le caractère, on n'a pas forcément les nerfs, on n'a pas forcément la santé, on n'a pas forcément la vocation, et on n'a pas forcément toutes les qualités vocales que doivent avoir aujourd'hui les solistes de premier plan dans un contexte de concurrence mondiale absolument incroyable. Par contre, on peut aimer le chant et bien chanter, et on peut aimer s'exprimer sur scène au sein d'un cadre de chœur. Et être choriste aujourd'hui, être artiste des chœurs, ce n'est pas un métier par défaut. C'est un métier que l'on doit choisir en toute connaissance de cause. Et ici, en principauté, avec l'aide du conservatoire, je veux dire de l'Académie de musique, que je remercie chaleureusement, avec l'aide de la mairie, nous avons réussi à créer cette formation qui permet à une douzaine de jeunes artistes de recevoir l'enseignement, les bases du chant choral. On développe sa voix, on écoute les autres, on sait chanter, on apprend à chanter du répertoire contemporain, on apprend à chanter dans toutes les langues. Si on est faible en déchiffrage, on travaille le solfège, on apprend à se bouger en scène, à se mouvoir en scène, on apprend à être au milieu d'autres. Moi, je les ai eus, par exemple, en mise en scène, et seulement en mise en scène,
dans Falstaff. Ils ont fait une session de mise en scène avec les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo pour voir comment ça se passe avec un metteur en scène. Ils participent à des opéras sous forme chorale. Ils ont été en décembre dernier dans notre opéra sous forme de concert. Ici, Louisa Miller, ils étaient dans les chœurs. Et au bout d'une saison ou deux, ils sont prêts à passer les concours d'entrée dans le plus grand cadre de chœur d'opéra en Europe, dans le monde. Et j'en suis très heureux, donc très heureux de cette formation. Je remercie tous ceux qui participent, notamment le directeur de l'Académie, Christian Tournière, Marianne Losco, qui est le professeur de chant et qui s'est dédié vraiment très fort sur ce projet. Je remercie également tous nos partenaires et vraiment le Rotary, bien évidemment, et la mairie, je l'ai cité indirectement parce que c'est la responsabilité de l'Académie. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'espère que d'autres théâtres feront comme nous pour créer et s'aimer les FIPAC partout en France. Je l'espère, c'est un vœu pieux, mais en attendant, nous ici, nous le faisons. Un peu plus loin dans cet avant-programme, vous retrouverez les pages traditionnelles et parfois un petit peu ennuyeuses, les prix, les abonnements et surtout ce qui m'intéresse aujourd'hui, les soirées jeunes publics. Vous savez que nous y attachons un intérêt tout particulier. Il y a donc un abonnement jeune public pour des soirées dédiées, Lucia, la Bohème, la Traviata. Vous retrouverez également donc ces abonnements jeunes publics en partenariat avec l'Éducation nationale, que je remercie chaleureusement. Il y a également des soirées dédiées au jeune public, donc au moins de 25 ans. Et puis il y a également les journées portes ouvertes qui seront consacrées l'année prochaine à la Bohème, quelque chose de connu, et à la découverte de Street Scene au mois de février prochain. Voilà, vous avez à peu près tout. Je dois vous parler de quelque chose d'important avant de remercier les partenaires de l'Opéra de Monte-Carlo. Je voulais parler de plusieurs choses importantes. La première, c'est que l'année prochaine, vous savez, on essaye de faire depuis de nombreuses années, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est encore plus facile de rendre hommage à ceux qui l'ont pensé. Stéphane Bouteloup est d'ailleurs dans cette salle. Nous essayons de faire des programmes de qualité, avoir une jolie édition, du beau papier, des belles photos, une mise en page intéressante, une iconographie belle et des textes qui peuvent éventuellement vous intéresser pour approfondir tel ou tel ouvrage. Et moi, je regrette que tout le monde n'ait pas sous le bras ce programme en sortant de l'opéra. Il n'était pas vendu à un prix exorbitant, mais il se trouve qu'il nous en reste toujours sur les bras. Et je trouve ça tout à fait dommage. Alors l'année prochaine, parce que je regrettais que chacun ne puisse partir avec ça, nous allons offrir à tous les spectateurs de l'Opéra de Monte-Carlo le programme de chaque spectacle. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses. Et non, mais n'applaudissez pas tout de suite, parce que vous allez voir, à la sortie, il y aura des interrogations pour pouvoir maintenir son abonnement l'année prochaine, bien évidemment. Non, mais je crois que c'est une bonne chose. Au bout d'un moment, et je fais ça en parfaite adéquation avec notre présidente et le ministre, je crois que c'est important que tant qu'à faire une belle édition, autant que tout le monde en profite. Voilà, c'est une volonté que tout le monde dans la maison a partagée et j'espère qu'elle vous rendra heureux et au moins qu'elle vous intéressera. Autre chose intéressante l'année prochaine, nous nous mettons aux nouvelles technologies. Nous sommes présents sur Facebook, sur Instagram, nous sommes suivis. Et d'ailleurs, oui, cette conférence de presse, en ce moment, est enregistrée en vidéo. Elle sera, dès cet après-midi, en streaming sur Facebook. Comme ça, les journalistes partout, les gens qui s'intéressent à l'Opéra de Monte-Carlo, verront dans son intégralité la présentation de la saison que je suis en train de vous faire. Et fort de ces nouvelles technologies, nous avons décidé d'aller un peu plus loin et de ne plus attendre que les chaînes de télévision s'intéressent à nous pour faire nos propres productions télévisées. Donc, dès la saison prochaine, c'est une grande annonce, cette conférence de presse, j'en suis très fier, nous allons filmer, je peux vous le dire, 3 opéras, 3 productions de l'Opéra de Monte-Carlo que vous pourrez retrouver sur Internet, en streaming, librement, au cours de la saison. Je crois que c'est une façon également d'être présent dans le monde entier, pour des sommes relativement modestes et qui permet à l'Opéra de Monte-Carlo d'être vu, apprécié, aux artistes d'être également, de partager leur talent et d'apprécier cette salle Garnier que finalement beaucoup de gens ont vu en photo, mais on n'a pas vraiment idée de ce qu'est une représentation ici dans cette salle. Donc il y aura 3 spectacles qui seront filmés. Ça devrait être, sauf changement de dernière minute, Lucia de la Mermour parce que c'est la fête nationale, la Bohème et la Traviata. Et puis si nous pouvons en faire plus, nous en ferons plus. Je crois que vraiment c'est l'avenir. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que nous restons
les maîtres de nos productions. Ces images nous appartiennent, elles sont à nous, et nous en faisons ce que nous en voulons, avec l'accord, bien sûr, des artistes, des musiciens, des artistes du chœur, des solistes et des maîtres d'œuvre. Mais c'est nous-mêmes, nos propres producteurs, et on n'est jamais si mieux servi que par soi-même, je crois. Donc vous pourrez, ceux qui ont aimé les spectacles ici et qui regrettent qu'il n'y ait pas de DVD, vous pourrez en reprofiter chez vous à votre aise, et j'en suis véritablement très heureux. Voilà, ça c'était une deuxième annonce, il me semble, assez importante. J'aimerais maintenant remercier, avant de conclure, les partenaires de l'Opéra de Monte-Carlo. Alors les partenaires, quels sont-ils? Le gouvernement, bien évidemment, avec le ministre qui représente le gouvernement. Soyez, monsieur le ministre, je sais votre attachement au monde de la culture, je sais votre attachement à l'Opéra de Monte-Carlo, et je sais que je trouve un ami en votre personne à chaque fois que j'ai un souci, un problème ou une demande à vous soumettre. Donc nous avons, vous et moi, deux vies séparées, une au Conseil national, qui parfois connaît des chemins différents, et puis une où nous sommes parfaitement à l'unisson pour la défense de la culture en principauté, et notamment pour l'Opéra de Monte-Carlo. Je ne dirai jamais assez de bien de la collaboration que nous pouvons avoir avec le gouvernement à cet égard, et je vous demande, cher public, de les remercier, parce que sans le gouvernement et sans le prince et sans notre présidente, il n'y aurait pas d'Opéra de Monte-Carlo, pas plus que de ballet. C'est une grande volonté de la principauté que d'être aussi forte dans le champ culturel. J'en suis très fier. Premier point, remercier nos amis de la Société des bains de mer, sans qui rien ne serait possible. L'Opéra de Monte-Carlo, ce n'est pas à moi, c'est à la SBM. C'est elle qui l'a construite de façon géniale il y a 140 ans. On a fêté l'anniversaire le 25 janvier dernier. Et tous les personnels qui travaillent avec nous de la SBM sont au service, bien sûr, de leur employeur, mais également, nous le savons bien, des artistes qui viennent travailler ici. Alors quand c'est l'orchestre, le Printemps des Arts, quand c'est les ballets, c'est pareil, quand c'est l'opéra, ça se passe toujours merveilleusement bien. Qu'ils soient remerciés par ma voix aujourd'hui. Et je fais amende honorable parce que l'année dernière, dans ma faconde désormais légendaire, j'avais oublié de les remercier, donc je le fais pour 2 ans. L'année prochaine, j'oublierai. Voilà, je plaisante. Je remercie les amis de l'Opéra de Monte-Carlo qui nous soutiennent avec tant de gentillesse et de professionnalisme. Je remercie également le président, mais Marion, qui est la cheville ouvrière de tout cela. Et je remercie enfin le maître horloger qui est Rolex et qui soutient non seulement l'Opéra de Monte-Carlo, mais qui soutient aussi les musiciens du Prince, et dont Cecilia Bartoli est un des ambassadeurs. Vous savez, ainsi que Placido Domingo, Brinterfell, Jonas Kaufmann, enfin que des petits chanteurs comme ça. Et voilà, ce sont des gens, bien sûr, qui ont réussi leur carrière au-delà de tout et qui prêtent leur image bien volontiers à une marque dont la fidélité et la précision est véritablement l'emblème. Et c'est bien de pouvoir compter sur des amis. Rolex est une grande marque, amie de la principauté. Ils ont bien évidemment le tennis, vous le savez tous, d'autres choses. Ils participent à la Fondation Albert II, mais ils participent beaucoup au succès de l'Opéra de Monte-Carlo. Je tiens à le souligner. Je pense que j'ai terminé mon propos. Ça, c'était pour tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais m'arrêter là. Maintenant, nous allons passer à une partie musicale, avant de nous retrouver tous dans l'atrium pour le verre de l'amitié, au cours duquel je pourrai répondre à vos questions. Alors d'habitude, dans cette partie musicale, ce sont les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo qui vous chantent 40 personnes sous la direction de Maestro Visconti, des grands airs d'opéra, des grands chœurs soit de la saison écoulée, soit de la saison prochaine. Cette année, vous aurez 3 artistes du chœur de l'Opéra de Monte-Carlo et que j'ai choisi d'inviter pour, j'espère, votre plus grand plaisir et peut-être votre surprise, parce que ce sont 3 ténors. Alors moi aussi, j'ai mes 3 ténors. Vous voyez, on avait les 3 ténors, mais ceux-ci sont des personnes tout à fait formidables parce qu'ils ont créé un groupe qui s'appelle Le Soleil de Naples. Ce sont 3 ténors napolitains, ça ne s'invente pas, c'est comme ça, qui sont à l'Opéra de Monte-Carlo depuis plusieurs saisons. Ce sont des voix, de belles voix, de beaux artistes, des artistes généreux, des artistes vrais. Et ils ont créé cet ensemble. Et quand je les ai entendus pour la première fois, j'ai dit « mais je veux absolument vous aider ». Donc, je les aide une première fois en vous les présentant aujourd'hui et je les aide une deuxième fois en les invitant dans le cadre du 150e anniversaire des Corrigés d'Orange. Cet été, à la Cour Saint-Louis, ils donneront un grand récital d'1 heure
qui est composé bien évidemment de toutes les mélodies napolitaines que vous connaissez et que vous aimez susurrer. Alors, au piano, Aurelio Scotto, mais j'aimerais citer mes 3 ténors napolitains, Pasquale Ferraro, Vincenzo Di Nocera, Gian Domenico Capuccio. Excusez-moi, j'ai failli écorcher son nom. 3 ténors napolitains, vous allez voir, quand ils rentrent, on peut être presque inquiet, on a l'impression d'être dans un film de Martin Scorsese. Et vous voyez, c'est un peu la mafia qui rentre sur scène. Alors, un conseil, ne bronchez pas et applaudissez. Bonne écoute. Non mangio anch'io, lupi non
I